Bonjour. À l'occasion de la Journée mondiale du sida, Agnès Renard et moi-même avons le plaisir de recevoir Estelle Tifoné-Diawara, qui est directrice des partenariats de Coalition Plus. Coalition Plus, c'est une union internationale d'associations contre le sida, mais également contre les hépatites virales. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord exactement comment fonctionne cette organisation, cette Coalition Plus, qui a été créée, je crois, en 2008 ? Tout à fait. Bonjour, merci de nous accueillir, de m'accueillir. Oui, effectivement, Coalition Plus a été créée il y a 12 ans maintenant à l'initiative de 4 structures fondatrices du Nord et du Sud, dans un esprit de gouvernance partagée, c'est-à-dire que les fondateurs de cette structure ont souhaité avoir une structure de gouvernance avec un droit de vote égal pour chaque membre. Aujourd'hui, nous avons 16 membres et nous travaillons dans une 50aine de pays avec 100 partenaires, 100 associations partenaires qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, bien sûr, et en Amérique, sur le continent américain. Donc, Coalition Plus, ce qui est pour nous important, c'est effectivement de travailler avec des associations communautaires, c'est-à-dire avec des personnes qui comportent en leur sein des personnes vivant avec le VIH ou touchés ou affectés par le VIH et les hépatites virales. Puisque nous pensons, et on l'a vu, que les personnes concernées par une maladie sont les plus à même de savoir ce qui est bon pour leur santé. Donc Coalition Plus travaille depuis 12 ans sous différentes formes, sur des actions de plaidoyer, sur des actions de recherche, mais également sur des actions de renforcement des structures membres et partenaires, du renforcement de capacités dans un différent nombre de domaines. Alors, Coalition Plus, on comprend, c'est innover et prendre soin. Quelles sont les initiatives innovantes que vous avez envie de mettre en lumière en 2020 ? Parce qu'il y en a de nombreuses, mais est-ce que vous pouvez nous en citer 2 ou 3 différentes ? Alors bien sûr, tout d'abord, je pense que la première des choses, c'est de permettre dans l'innovation l'accès de tous à l'innovation. Ça peut sembler évident, mais on a en Europe et dans d'autres pays des outils relativement innovants en matière de prévention, de dépistage, comme par exemple la PrEP, qui est ce traitement que l'on prend quand on est séronégatif pour ne pas contracter le virus. La PrEP, ça veut dire quoi, s'il vous plaît ? C'est la prévention pré-exposition. Et justement, on travaille beaucoup avec nos associations membres et notamment certaines associations en Afrique pour mettre à disposition ce traitement, souvent dans des phases pilotes, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir l'élargir à l'ensemble des populations qui en ont besoin, sachant que Coalition Plus et ses associations membres travaillent essentiellement avec les populations dites clés, on les appelle comme ça, qui sont en fait les personnes les plus vulnérables à la transmission du VIH, donc les professionnels ou les travailleurs et les travailleurs du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes transgenres et les usagers de drogue par voie intraveineuse. Donc ces populations sont nos populations cibles et c'est auprès de ces personnes-là qu'on veut amener ces innovations. D'autres types d'innovations aussi concernent, outre l'éventail de traitements qui doit être bien sûr disponible pour toutes et pour tous, c'est aussi travailler au renforcement des structures pour la prise de parole dans les discussions politiques. On le voit bien, ça a été une grande avancée, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays où on a beaucoup prôné la démocratie sanitaire, même si dans le cadre de la Covid, on a bien vu qu'on n'était pas tout à fait au point. Mais en tout cas, dans les associations, on travaille aussi à ce renforcement-là par des projets qui sont portés par nos membres pour faire en sorte que ces populations clés puissent avoir la parole et être assis aux mêmes tables que les décideurs des pays. Donc c'est quelque chose que l'on met aussi beaucoup en avant au sein de nos associations membres et justement par ce travail d'échange sud-sud et de confrontation des expertises dans les différents pays qu'on tente de renforcer. Et vous avez l'impression que ça a progressé en fait, si je prends un exemple qui est contribuer à la recherche et aux décisions qui sont faites sur la recherche médicale, est-ce que vous avez l'impression que dans votre expérience personnelle, dans ces 10 dernières années, il y a eu un engagement et on fait avec les patients vraiment ou ça reste encore timide ? Dans la recherche, on ne fait pas encore suffisamment assez avec les patients. Nous, on travaille beaucoup sur la recherche communautaire, c'est-à-dire qu'on conçoit les programmes de recherche avec les patients eux-mêmes. Ce qui reste difficile, en fait, pour des chercheurs plus académiques qui travaillent bien sûr
avec les communautés, mais plus comme des bénéficiaires d'une étude, ou en tout cas des personnes qui vont servir pour mettre en place l'étude. Donc non, sur ce domaine-là, on a encore beaucoup de travail à faire. Et combien coûte le traitement quotidien ? Est-ce que c'est le même prix partout ? Est-ce qu'il y a des différences ? Et d'où vient l'argent ? Alors, le traitement le traitement de base anti-VIH, le traitement ARV coûte très peu cher. Bon, moins $1 par jour. Il est souvent, alors pas dans les pays du Nord, je parle des pays du Sud, puisqu'on sait que dans les pays du Nord, il est plus cher et il est pris en charge par les systèmes de sécurité sociale. Dans les pays du Sud, il est principalement pris en charge par des organismes internationaux comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou par le PEPFAR, ce programme bilatéral américain, voire dans certains pays par les gouvernements eux-mêmes. Donc les sources de financement sont assez diversifiées. C'est vrai que dans les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ils sont encore beaucoup pris en charge par des structures internationales. Alors dans Coalition Plus, vous mettez en œuvre diverses initiatives. Et qu'est-ce qui est le plus difficile finalement ? C'est d'apprendre à se protéger pour soi-même ou de protéger les autres ? Où est-il le terrain où il faut plus gagner en information et en pédagogie ? Est-ce que c'est de protéger les autres ou de se protéger soi-même ? Les deux sont liés. On se protège. C'est vrai que tout le travail qui est fait auprès des bénéficiaires et par nos associations membres et partenaires, c'est vraiment tout ce travail qui est fait par des pairs éducateurs. C'est-à-dire que ce travail est fait par des personnes qui sont issues des communautés qui sont ciblées, qui sont formées et qui vont faire ce travail de communication, de prévention auprès de leurs pairs, sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail, voire dans des centres de santé communautaires. Ce qui est important, c'est que dans ce message de prévention et dans cette information, les deux sont liés, puisqu'en se protégeant soi-même, on protège les autres et vice-versa. C'est vraiment ce qui est mis en avant et on le voit bien, on l'a fait dans un certain nombre de pays. Ce qu'on a pu réussir ici en matière de démarche communautaire peut tout à fait être fait partout et peut-être encore plus particulièrement en Afrique où on sait que le système communautaire et l'organisme communautaire est quand même très prégnant. Et du coup, c'est vrai que ça fonctionne aussi très très bien et on le voit nous au quotidien dans toutes les actions qui sont faites en direction des populations clés. Elles sont faites par des pairs. Alors, ces populations clés, est-ce qu'elles sont aussi réceptives ? Parce que ça n'est pas tout de proposer des traitements. Il faut aussi que les acteurs, les premiers concernés, soient d'accord. Tout dépend de l'approche. Nous, en fait, ce qu'on voit à Coalition Plus, et c'est ce qu'on défend, c'est que cette approche, si elle se fait par des gens issus de la communauté qui partagent les mêmes problématiques de vie, les mêmes problèmes d'accès aux soins, les mêmes difficultés de discrimination sociale, de discrimination économique, sont bien sûr plus entendus par les pairs. Évidemment que, et c'est ce qu'on voit relativement régulièrement, et c'est ce qu'on a proposé aussi dans le cadre du travail autour du dépistage qu'on a fait la semaine dernière, puisque Coalition Plus a lancé la première semaine de dépistage international du 23 au 29 la semaine dernière dans plus d'une trentaine de pays. C'est effectivement la promotion et l'engagement de ce discours par les pairs. Pourquoi ? Parce que les bénéficiaires se sentent en sécurité, non stigmatisés, non jugés, et donc peuvent s'exprimer, parler de sexualité, parler de leurs problèmes au quotidien avec des gens qui partagent les mêmes choses et qui vont savoir non seulement les écouter, mais aussi les guider et les faire venir dans le soin en leur proposant une prise en charge. Dans certains pays, ce qui est important, c'est que la prise en charge, on va au-delà du dépistage, la prise en charge peut se faire par des agents communautaires. Le traitement, le suivi du traitement, et c'est effectivement beaucoup plus facile et permet de moins perdre de vue les patients que lorsqu'ils ont à venir dans des centres de santé où de toute façon ils sont stigmatisés par les blouses blanches. Alors vous avez cité un terme qui est très joli, qui est père éducateur, et donc j'aimerais qu'on écoute un témoignage justement qui raconte bien cette légitimité dont vous avez parlé et qui exprime bien le fait que ce n'est pas forcément des professionnels de santé qui sont les plus à même de convaincre la population. Quand j'ai été formé en 2013, le VIH était encore cloisonné aux personnes médicales. Donc, il était vraiment inadmissible de dire qu'il y a les acteurs terrain des pistes.
Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Megab Tchelidjo Gaëtan. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai 29 ans, MSM. Et mon aventure dans le communautaire commence en 2012, en janvier 2012. Il y avait un appel à candidature qu'on a lancé pour le poste de père éducateur. Ça, c'est dans le cadre d'un projet qu'Alternative avait. C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai postulé et une semaine plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'ai été retenu et m'inviter à une formation sur la prévention en direction des populations clés. Quand je parle de populations clés, je parle des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, je parle des travailleurs de sexe, je parle des trans, je parle des utilisateurs de drogues injectables. Quand j'ai été formé en 2013, le VIH était encore cloisonné aux personnes médicales. Donc, il était vraiment inadmissible de dire qu'il y a des acteurs terrain des pistes. Donc, pour dire que c'est en 2017, effectivement, que j'ai commencé à commencer à dépister mes semblables sur le terrain. Il y a une planification hebdomadaire qui est faite tous les lundis. On planifie en fonction de la zone d'intervention de chaque acteur terrain. Avant de dépister, je fais ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Parce qu'il est important de dépister, mais il est encore plus important de dépister vraiment les personnes à risque. Donc, ça dépend maintenant du niveau de risque. Par exemple, si j'ai un bénéficiaire en face de moi, un de mes pairs, par exemple, il est toujours impliqué dans le multipartenariat. Il est toujours impliqué dans les parcours. Il a eu une IST au cours des 3 derniers mois. Sa dernière rencontre avec le médecin date de 6 mois. Et puis, par exemple, ça fait peut-être 1 an qu'il ne s'est pas fait dépister. Tous ces éléments réunis me permettent de savoir que cette personne est à risque. Toutes les personnes qui m'entourent ont été dépistées par mes soins. Tout mon entourage se porte très bien aujourd'hui. Pourtant, si je n'étais pas là, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le courage d'aller se faire dépister. Et même s'ils étaient dépistés, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le courage de commencer le traitement et de rester dans les soins. Donc, je peux vous dire que personnellement, ça a été bien, aussi bien pour moi que pour mes pairs. Alors dans ce témoignage, on voit bien l'intérêt de nouer une relation de confiance pour entraîner la personne non seulement à se faire dépister, mais ensuite d'avoir accès aux soins. Je voudrais revenir sur cette notion en fait qui ne va pas de soi, c'est-à-dire, et si on comprend bien là, à travers ce témoignage, est-ce que finalement le dépistage n'est pas l'accès aux soins ? Bien sûr, c'est la porte d'entrée aux soins. Le dépistage est la porte d'entrée aux soins. C'est pour ça que pour nous, il était important déjà de faire cette action la semaine dernière. Comme je le disais, a eu lieu dans plusieurs pays pour faire du dépistage. Alors bien sûr sur le VIH, sur un certain nombre d'autres pathologies, les IST évidemment, les hépatites, voire certains cancers qui sont aujourd'hui assez peu détectés, notamment chez les populations clés. Et c'est la vraie porte d'entrée. C'est pour ça que si on rate cette porte d'entrée, ça devient extrêmement compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, on est à plus de 60% des nouvelles infections qui ont lieu chez les populations clés, 62% en Afrique subsaharienne. Donc effectivement, ce chiffre est important, le dépistage est important. Et pour nous, on ne doit pas rater, dépister, comme le dit très bien le collègue, dépister à tout va et sans aucune stratégie. On peut faire effectivement beaucoup de dépistage. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel va être l'impact de ces actions de dépistage. On sait où aller dépister pour trouver les personnes qui, peut-être, seront séropositives. Donc, voilà, je ne peux qu'aller dans le sens de mon collègue parce que c'est vraiment ça la porte d'entrée aux soins. Et on va chercher les patients, on les amène vers le soin, c'est vraiment important. Est-ce qu'il n'y a pas un effet paradoxal dû au fait que le traitement fonctionne très bien, il n'est pas cher, et est-ce que ça ne peut pas inciter les personnes à risque à finalement se dire, bon, de toute façon, c'est pas très grave, parce que ensuite je prends mes cachets et puis je continue ma vie normalement ? Non, parce que c'est pas aussi simple, c'est quand même un traitement au long cours.
qu'on prend à vie. C'est pas aussi simple parce que ces personnes-là, si elles ne vont pas dans les centres de soins classiques, c'est parce qu'elles sont discriminées, stigmatisées dans ces centres de soins, partout dans le monde d'ailleurs. Et donc l'importance de cela, c'est bien sûr de permettre à la personne qui en a besoin d'être mise sous traitement le plus rapidement possible et de l'accompagner dans cette démarche, de l'accompagner dans sa prise de traitement, jusqu'à ce que sa charge virale devienne indétectable. Pourquoi ? Parce qu'une personne vivant avec le VIH qui a une charge virale indétectable ne transmet plus le VIH. On l'oublie beaucoup, c'est le 3e objectif des fameux 3,90 de l'ONU-SIDA, mais effectivement on en est encore loin. Je voudrais qu'on aborde quelque chose qui est peut-être plus dans le quotidien. Une fois qu'on a été dépisté et qu'on vit avec cette maladie, comment vit-on avec cette maladie ? Est-ce que les choses ont évolué ou est-ce que le regard reste toujours le même ? Est-ce qu'il y a autant de discrimination à l'embauche ? Comment ça se passe ? Oui. De façon générale, oui, bien sûr, il y a des contextes plus discriminants les uns que les autres, hein, mais globalement, la discrimination des personnes séropositives est malheureusement toujours très vivace. C'est aussi la raison pour laquelle on continue nos actions, on continue à faire ce plaidoyer, on continue à dire et à porter le message qu'on a encore besoin de soutien pour faire cette lutte contre le VIH. On voit bien aujourd'hui que, comme vous disiez, les traitements sont là, sont accessibles, mais pour autant, encore beaucoup de personnes n'y ont pas accès de façon régulière, parce qu'ils ne peuvent pas être suivis régulièrement dans les centres de santé classiques, et pour diverses raisons ont du mal parfois à prendre ces traitements. Donc ça reste compliqué, la stigmatisation est malheureusement encore aujourd'hui, en 2020, beaucoup trop forte. Quels sont les pays qui sont les plus mauvais élèves, si j'ose dire, en matière de lutte contre le sida ? Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas... il y en a beaucoup dans plusieurs régions. Hein. On pourra parler des pays comme par exemple la Russie, qui n'est pas un bon élève. On pourra parler sur la région Afrique, notamment des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui n'ont pas encore pris la mesure politique de cet enjeu-là. Au contraire de certains pays africains d'Afrique australe et du Sud, où justement les gouvernements se sont investis et prennent en charge les traitements. Ce n'est pas encore le cas en Afrique de l'Ouest et du Centre. On est assez loin des cibles, même si des progrès ont été faits et que les gouvernements commencent à comprendre et à prendre en charge. Ce qui reste compliqué, c'est effectivement aussi que peut-être dans cette région-là, je ne veux pas trop généraliser parce que les différences entre pays sont importantes, mais peut-être que dans cette région-là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le principal des personnes concernées sont des populations marginalisées. Marginalisées socialement ? Socialement, économiquement, effectivement, ce ne sont pas des prévalences très élevées en population générale comme on peut l'avoir par exemple en Afrique du Sud, mais ce sont des populations qui sont effectivement des personnes transgenres, des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, des usagers de drogue, qui bien souvent ne sont pas du tout pris en compte par les politiques de santé des pays. Ces problèmes de discrimination, on peut faire des campagnes d'information, mais comment les patients en parlent eux-mêmes ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient en fait qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a des groupes de parole dans vos organisations qui leur donnent la possibilité de construire avec vous des initiatives ? Est-ce que ça existe, ça ? Oui, ça existe dans beaucoup d'associations, puisqu'en fait, ce sont des associations avec lesquelles on travaille, sont des associations de terrain. Ce sont toutes des associations qui existent depuis très longtemps, bien souvent depuis le début des années 90 dans certains pays. Et ce sont toutes des associations qui, comme je le disais tout à l'heure, intègrent en leur sein des personnes concernées, y compris au niveau politique et y compris au niveau de leurs organes de gouvernance, voire certaines associations sont des associations qui ont été créées à la base par des personnes vivant avec le VIH, qui se sont ensuite adjoints des compétences médicales, mais l'esprit est celui-ci. Donc bien sûr que des causeries éducatives sont faites, bien sûr que des repas solidaires sont faits. Alors c'est vrai que là, avec la Covid, ces quelques derniers mois, les choses ont été un peu chamboulées, mais oui, c'est vraiment le principe même des structures, c'est de donner la parole et de permettre aux personnes de pouvoir échanger entre elles, de pouvoir dire leurs problématiques, et de façon
aussi sur un autre plan, en tout cas, de ce qu'on peut faire dans d'autres types d'actions, c'est de travailler sur le plaidoyer et la place de la parole de ces personnes auprès des autorités nationales. Ouais. Ça, c'était vraiment un point important parce qu'il est parfois difficile, quand on est une personne concernée, d'aller discuter, d'aller revendiquer ses droits et ses besoins. Mais ça se fait dans beaucoup d'associations, en fait, et on l'a vu en République de Maurice, au Burkina Faso, en tout cas dans un certain nombre de pays où effectivement ces projets-là sont aussi construits avec les personnes. Et est-ce que la pandémie de la Covid a impacté les efforts que vous faites pour le dépistage et le traitement ? Oui, évidemment, bien sûr, les États ont été bouleversés, mais les associations ont été bouleversées, la vie des bénéficiaires a été bouleversée. En ce sens que les personnes qui déjà étaient parfois stigmatisées n'osaient encore moins sortir. On imagine bien que, par exemple, pour les travailleurs du sexe, sortir la nuit, c'était compliqué en matière de confinement, donc les populations se sont appauvries. Vraiment, on a eu des demandes dans les associations de personnes qui avaient faim. Alors nous, notre priorité à Coalition Plus, c'était surtout maintenir la continuité des soins auprès de ces personnes. On a constitué tout au début de l'épidémie, en mars, un fonds d'urgence, justement pour permettre à nos associations membres et partenaires de continuer leurs services auprès des bénéficiaires. On a réussi à rassembler 1,5 million d'euros qui venaient bien sûr de nos bailleurs, qui ont eu l'intelligence de comprendre nos besoins et d'avoir eu cette flexibilité pour nous permettre de faire des actions différentes de ce qu'on faisait, mais aussi de nos fonds propres. Ça nous a permis, tout au début de la pandémie, de fournir à nos associations des masques, du gel hydroalcoolique, parfois des kits d'hygiène pour les bénéficiaires, ce qui a permis aux pères éducateurs et aux structures de continuer le travail. En tout cas, de l'organiser différemment, en se dotant de smartphones quand on avait besoin de prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça s'est fait par les réseaux sociaux, ça s'est fait par WhatsApp. Certaines structures de notre réseau, en Équateur par exemple, ont mis en place des services de télémédecine. Donc oui, on a été assez réactifs en attendant l'arrivée de bailleurs plus importants, avec des moyens plus importants. Mais ça a permis surtout à nos associations de ne pas perdre le lien avec les bénéficiaires, ce qui était important. Ouais. Alors vous avez beaucoup d'expérience au sein de Coalition Plus, mais dans le domaine de la santé bien avant, on en a discuté tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que le digital est-ce que ça aide vraiment justement à assurer cette continuité des soins et à améliorer la qualité de la relation entre les soignants et les soignés? Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, bouge, ou est-ce que vous auriez envie d'inclure dans Coalition Plus, c'est le moment de faire des appels. Pardon. On parle beaucoup des technologies de santé, effectivement. Non, je pense que la crise nous a montré, encore une fois, qu'il fallait être réactif, qu'il fallait s'adapter au contexte. Donc, évidemment, ça nous a permis de faire un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des actions qui pourront perdurer, puisqu'on en a appris quelque chose. Ça nous a permis d'agir autrement et d'avoir aussi d'autres types d'actions au sein des structures et avec les bénéficiaires. Difficile de généraliser, mais oui, il y a des choses qui vont perdurer. Je pense que le contact avec les bénéficiaires est quand même important, le contact physique. Ceci dit, ça nous permet aussi de maintenir un contact peut-être plus régulier ou en tout cas différent, qu'on réfléchit justement sur la continuité des choses, puisque malgré tout, cette crise nous aura quand même appris un certain nombre de choses et on veut en tirer toutes les leçons. Donc j'ose espérer que oui, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel on va devoir réfléchir beaucoup plus collectivement d'ailleurs. Oui. Quel est votre budget et d'où vient-il ? Alors, notre budget est à peu près de 10 à 11 millions d'euros par an. Il nous vient essentiellement de projets. Donc, nous sommes financés par l'Agence française de développement qui nous soutient depuis plusieurs années dans notre réseau un peu particulier, qui croit en nous, qui croit à ce renforcement de capacité des associations et qui croit en ce modèle de gouvernance un peu particulier. Il nous vient aussi de structures comme United qui finance depuis 5 ans maintenant un projet portant sur l'accès au traitement pour les personnes co-infectées VIH, VHC. Il nous vient aussi de nos fonds propres, essentiellement. Donc voilà les trois grosses sources de financement de Coalition Plus pour ce qui est des actions de notre secrétariat. Bien sûr, ensuite, les membres ont chacun leur source de financement.
Eh bien, je vous remercie d'être venu, enfin nous vous remercions, Agnès Renard et moi-même, d'être venus à cette émission Santé Plus, de venir participer à l'émission à l'occasion de la Journée mondiale du sida. Merci beaucoup, Estelle Tifoné-Diawara. Je rappelle que vous êtes directrice des partenariats de Coalition Plus. Je vous remercie. Merci beaucoup.